Donc, pour ce panel sur l'éducation à l'eau et le développement des capacités, nous aurons environ 1 heure et nous espérons que cela a été négocié avec les interprètes qui vont pouvoir commencer et rester avec nous jusqu'à 13h15. Et donc, nous avons divers membres du panel qui viennent du monde universitaire, de la famille de l'eau de l'UNESCO. Nous avons également des membres du panel qui sont en ligne, d'autres qui sont ici avec nous. Donc, nous avons Awa Nyangfal, professeur à l'Université Cheikh Anta Diop. Et comme certains d'entre vous le savez, Awa coordonne également les activités au sein de l'Université de Dakar. En ligne, Eddie Mons, recteur de l'IHE Delft Institute, et comme cela a été indiqué il y a quelques minutes par l'ambassadeur des Pays-Bas, Eddie Mons est également président du WAMUNET, le réseau mondial des musées de l'eau. Nous avons également avec nous Will Logan, nous travaillons avec lui depuis de nombreuses années. Il est directeur du Centre international pour la gestion intégrée des ressources en eau aux États-Unis. Et il nous a toujours soutenus pour la mise en œuvre de tout un éventail de programmes. Nous avons également Eric Serva, qui est le directeur du Centre international de recherche interdisciplinaire sur la dynamique des systèmes hydriques, le CIREWARD, qui est un nouveau centre de catégorie 2 de l'UNESCO basé à Montpellier. Eric travaille avec nous également depuis de nombreuses années, puisqu'il dirigeait un de nos programmes transversaux les plus anciens. Alors, merci beaucoup. Et merci de continuer à faire ce travail, à accueillir ainsi le secrétariat. Et nous avons aussi Nino Kokori en ligne, ancien directeur de l'IGRA, comme vous le savez, et également donc centre de catégorie 2 de l'UNESCO. Et cette année, vous savez, et tout leur travail sur les eaux souterraines est très visible à l'échelle mondiale. Donc, merci à tous les membres du panel. Et à mes côtés, quelqu'un qui est arrivé jeudi, une nouvelle collègue, Ramal Fitri. Ramal Fitri est nouvelle chef de section qui va s'occuper du développement des capacités pour la famille de l'eau au sein de la division et qui va également diriger le programme sur l'éco-hydrologie et la qualité de l'eau et l'éducation à l'eau. Donc, Rama va m'aider ici en tant que co-modératrice. Elle va finaliser aussi les discussions, et notamment sur la dernière question, la question qui sera posée à tous les membres du panel sur les messages clés à communiquer à la conférence sur l'eau des Nations Unies en ce qui concerne l'éducation à l'eau et le développement des capacités. Donc, c'est elle qui va en fait gérer la dernière partie de nos discussions. Pour ma part, alors, nous allons nous concentrer sur le type de professionnel de l'eau. Parce que vous avez entendu les discussions, il nous faut des professionnels de l'eau qui soient compétents, il faut vraiment une éducation à l'eau. Alors, de votre point de vue, et c'est là la question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous, de quel type de professionnel de l'eau avons-nous besoin pour appuyer les pays au moment de relever des défis complexes et interdépendants de l'eau sur la base de votre expérience dans le monde universitaire ou en tant que professionnel de l'eau? Et les intervenants vont mettre l'accent soit davantage sur la famille de l'eau, ceux qui en sont membres, soit sur la question de la coopération avec les pays en développement. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au premier intervenant, Awa.
pour cette session. D'après toi, quels sont les types de professionnels de l'eau dont les États ont besoin pour pouvoir adresser les défis complexes interreliés, les défis liés à l'eau? Et par rapport à cette question-là, si tu peux aussi identifier quel type de coopération internationale pourront-on développer avec les pays en développement pour les accompagner? Awa, si je peux faire ça en 5 minutes, ça peut nous aider. Merci. Merci beaucoup, Abou. Merci à l'UNESCO de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur cette question-là. Alors, moi, je vais simplement partager l'expérience qu'on a eue avec l'UNESCO, justement, sur un peu une cartographie des ressources humaines dans le secteur de l'eau, en Afrique d'une manière générale, mais surtout en Afrique de l'Ouest, à savoir le Sénégal, le Ghana, le Nigeria et également le Burkina Faso. Alors, dans le cadre du projet des centres d'excellence du NEPAD pour l'eau, l'identification des gaps a montré quand même une insuffisance des ressources humaines dans le secteur. Des niveaux de qualification aussi pour ces personnels du secteur de l'eau, pas tout à fait en phase avec les besoins réels. Un secteur aussi qui est jugé pas tellement attractif par ceux qui sont à l'intérieur, et également des pertes en ressources humaines, liées notamment lorsqu'on fait des renforcements de capacité dans le secteur, les personnels ont tendance à quitter le secteur après ce renforcement, parce qu'ils trouvent généralement de bien meilleurs salaires ailleurs, donc ce qui est une perte. Et également, on a vu qu'il était nécessaire de développer des formations spécifiques, des formations techniques spécifiques dédiées à l'eau et à l'assainissement. Parce que, bien entendu, il y a des formations que nous dispensons dans nos universités, mais il faut reconnaître qu'elles restent quand même assez générales. Alors, à ces gaps-là que l'on a identifiés, il faut ajouter, bien entendu, pour notre sous-région, les difficultés d'accès aux données, la qualité des informations dont nous disposons généralement, des déficits au niveau des compétences, disons, donc au niveau de ces personnels de l'eau, des problèmes de coordination, une inadéquation entre le cadre institutionnel et réglementaire, donc pas de nature à permettre une atteinte des besoins, une atteinte des objectifs du secteur. Et partant de cela, plusieurs champs de formation sont identifiés, dont la qualité de l'eau, bien évidemment, il faut le mettre en relation avec le déficit d'assainissement, la gestion des données et les questions de modélisation, les connaissances sur les ressources d'eau souterraines. Parce que là aussi, on se rend compte qu'il y a un très grand déficit de connaissances. Il y a eu des études de base ne se font plus, ce qui pose quand même un réel problème si l'on sait que la plupart de nos zones rurales s'approvisionnent justement à partir des eaux souterraines. Et on ne voit pas toujours les échanges, par exemple, entre eau de surface et eau souterraine. Tout ça n'est pas pris en compte. Donc, les connaissances sur les eaux souterraines et la gestion de ces eaux souterraines. Les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement, bien évidemment, et également la question de la gestion et de l'administration des services d'eau potable et d'assainissement. Dans tout ceci, l'UNESCO, bien évidemment, a joué un rôle. Donc, dans l'identification des gaps, dans l'identification des besoins en formation. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'UNESCO peut et l'UNESCO doit prendre en charge
le thème du renforcement des capacités scientifiques et techniques dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Bien entendu, cela se fera en partenariat avec les universités et des centres de formation qui ont déjà des partenariats forts avec l'UNESCO. Bien évidemment, il faudra développer, encourager en tout cas à développer des partenariats, des politiques, donc des politiques éducationnelles en direction du secteur pour arriver à atteindre les objectifs. Même si j'ai entendu ce matin quelqu'un, M. Arkan, dire qu'on n'atteindra pas les objectifs du secteur, je pense quand même qu'il y a des efforts, il y a des gaps qu'on peut combler et je pense que l'UNESCO peut évidemment aider à cela. Merci beaucoup Awa. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup Aurélie pour partager cette expérience réellement qui montre, comme elle a dit, l'inadéquation de ce qui est des gens qui sont formés vis-à-vis du besoin du marché. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faudrait qu'on corrige afin que vraiment que les universités qui forment puissent former des gens qui sont valables et qui peuvent être directement opérationnels et aider à accompagner les pays dans le développement. Et aussi, l'idée de développer le partenariat. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup réellement pour ça. Donc, je vais aussi continuer avec la même question à Eric Serva. Donc, Eric, tu as entendu Awa par rapport à cette problématique-là. Tu es le directeur de ce nouveau centre UNESCO. D'après toute ton expérience au niveau international, au niveau du Sud, le partenariat que tu as développé, et quels sont les types réellement de professionnels de l'eau dont vraiment les pays ont besoin, plus particulièrement les pays en voie de développement, et aussi quel type de partenariat international on pourra développer avec les pays en développement pour les accompagner. Merci à vous. Je me joindrai aux remerciements qui ont été prononcés depuis ce matin vis-à-vis de l'UNESCO pour nous donner cette opportunité de réfléchir ensemble à ces grandes questions, à ces sujets importants et en particulier donc à ce qui touche à la formation à différents niveaux. Et je pense que précisément, il est important de s'intéresser aussi à la formation qui est la formation initiale. On parle beaucoup de développement de compétences en s'adressant finalement à ce qu'on peut apporter à des gens qui sont d'ores et déjà considérés comme des spécialistes du domaine. Alors il ne s'agit évidemment pas de minorer cet aspect des choses, mais je crois qu'il faut aussi, et là c'est sans doute l'universitaire qui parle, le formateur au sein de l'université, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire aujourd'hui encore sur ces questions de formation initiale. Et en particulier, la formation doit sans aucun doute nous permettre d'avoir des spécialistes qui soient absolument indiscutables dans des domaines très précis. Mais il me semble, c'est en tout cas ce que je ressens moi sur le terrain et quand je discute avec des acteurs de terrain, avec des chefs d'entreprise, avec des scientifiques, je pense que leur technicité doit absolument s'accompagner d'une ouverture d'esprit et d'une capacité à intégrer les nombreux autres domaines scientifiques qui sont propres à un objet d'étude comme celui sur lequel nous travaillons tous. Je pense que l'eau est quelque chose qui est tellement transversal que personne ne peut avoir la prétention de résoudre à lui seul ou à elle seule tous les problèmes que cela pose. Et donc, je pense que les spécialistes que nous devons avoir doivent être capables d'intégrer cette transversalité. Ça veut dire que leur formation initiale, qui doit être une formation de haut niveau, et pour la plupart d'entre eux en tout cas dans un domaine technique ou technologique, doit intégrer aujourd'hui les approches que constituent la pluri- et l'interdisciplinarité. Ça me semble absolument essentiel. Si la science, la technique, la technologie peuvent apporter des solutions,
elles doivent cependant absolument, aujourd'hui, prendre en compte les dimensions sociales, sociétales et même culturelles propres à l'eau, qui a contribué à modeler les sociétés dans lesquelles nous vivons et nous évoluons aujourd'hui. Il s'agit donc de faire évoluer nos formations initiales de manière à ce que nos ingénieurs, nos techniciens, ne se désintéressent pas de ces questions sociales, sociétales ou culturelles, mais que, bien au contraire, ils aient l'habitude de les intégrer dans leur raisonnement et dans les approches qu'ils seront amenés à mettre en œuvre. Nous devons, pour cela, partager évidemment nos connaissances, nos process, nos compétences et nos spécificités. Il me semble, et je pense que l'UNESCO est parfaitement à sa place et dans son rôle pour ce faire, il nous faut absolument promouvoir tout ce qui est possibilité d'échange et d'accueil de personnel et d'étudiants. Mettre en place, par exemple, des formations régionales qui permettent d'optimiser les compétences et les moyens. Souvent, on a un problème de moyens. Les compétences, finalement, on peut les trouver, mais souvent, on a un problème de moyens pour organiser ce type de formation qui vont nécessiter évidemment des échanges d'étudiants et des échanges de personnel. Et ce, en particulier, dans les pays en voie de développement. On a aujourd'hui des exemples de formations régionales, en particulier en Afrique de l'Ouest, qui fonctionnent très bien. Elles se sont construites en regroupant plusieurs pays, plusieurs universités. Elles ont permis d'échanger des étudiants dans le cadre de promotion d'étudiants qui s'étaient construites sur l'ensemble de la région. Et elles ont permis de dispatcher les enseignants d'un pays à l'autre, d'une université à l'autre. Et alors, ces formations disposaient de moyens suffisants. Elles étaient soutenues en particulier par l'Union européenne. Mais elles ont eu beaucoup de succès et elles ont montré tout l'intérêt qu'il y avait finalement à pouvoir, ce que je disais au début, échanger des cultures en matière au regard de l'eau, mais aussi des cultures en matière de formation. Et je pense que c'est extrêmement important en 2022 de pouvoir justement échanger et de ne pas rester figé sur des schémas de formation que nous connaissons tous dans nos pays, dans nos cultures. Il est important de pouvoir croiser tout cela. On voit également en Europe, dans le cadre de l'Union européenne, le modèle des alliances universitaires se développer. C'est sans doute un modèle à encourager et à développer. Elles ouvrent à une culture et à une science partagée dans le domaine de l'eau. C'est le cas, par exemple, des étudiants d'une alliance universitaire que je connais bien, qui s'appelle Charm EU. Les étudiants sont issus de Montpellier, de Barcelone, de Dublin, d'Utrecht, de Budapest, et ils seront bientôt rejoints par des étudiants finlandais et allemands. De tels modèles, qui permettent donc de croiser toutes ces cultures et toutes ces approches, me semblent être à promouvoir partout. Et il me semble que l'UNESCO est indiscutablement le lieu où on peut promouvoir ce type d'approche. Et donc l'UNESCO devrait soutenir de manière forte des schémas comme celui-ci. Et puis pour terminer, je pense qu'il faut aussi promouvoir le travail et l'éducation directement sur le terrain, en particulier donc dans les pays en développement. Par exemple, je voudrais souligner rapidement le remarquable travail des chaires UNESCO, qui en Afrique par exemple et en Afrique subsaharienne travaillent quotidiennement sur le terrain sur la question du rôle des femmes pour tout ce qui a trait à l'eau. J'ai ici en mémoire, dans le discours qu'avait prononcé Madame Azoulay à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau en 2021, le fait qu'elle rappelait que aujourd'hui, le fait que ce soit trop souvent les femmes et leurs filles qui soient chargées de tout ce qui a trait à l'eau, ça se traduisait par des centaines de millions d'heures pendant lesquelles ces petites filles, ces filles n'allaient pas à l'école. Il y a donc là un vrai travail. Et je crois que quand on voit le travail qui est fait par ces chaires UNESCO dans le cadre, par exemple, de cette question-là, il faut à tout prix promouvoir les liens et les partenariats entre les centres de catégorie 2 et les chaires. En effet, je crois que les centres peuvent apporter des moyens supplémentaires et des contributions scientifiques pour aider et contribuer également à ce travail qui se fait sur le terrain. Alors je vais juste un instant prêcher pour ma paroisse,
mais c'est précisément ce que nous faisons et je constate, il y a donc des accords de partenariat qui sont en cours de signature entre le centre IC Reward de Montpellier et certaines de ces chaires qui travaillent sur le terrain, et tout le monde y trouve son intérêt, et je pense que ça va permettre de promouvoir et d'aller plus loin sur ces questions qui sont extrêmement importantes. Donc voilà, cher Abou, un certain nombre de directions qu'il me semble qu'il faudrait prendre en matière de formation, et je pense que dans toutes ces directions, l'UNESCO a un rôle majeur à jouer. Merci beaucoup Eric Relb pour avoir identifié ces différents défis et surtout les approches, le fait de révisiter les formations initiales pour qu'elles soient beaucoup plus transversales, pour que vraiment les gens conformes aient une ouverture d'esprit, ne pas être uniquement focalisés dans une action, dans un axe, ça c'est quelque chose d'extrêmement critique. Les échanges interuniversels, c'est essentiel pour partager les connaissances, pour partager les expertises, les façons de faire, les alliances universitaires dont tu as identifié, mais aussi effectivement ces questions de partenariat entre les membres de la famille ou de l'UNESCO. Et nous l'encourageons à tous ces centres, ces chaires, de signer des accords entre eux. So now let's move to Will. Alors, nous allons passer à Will Logan. Will, vous avez posé beaucoup de questions sur le développement du potentiel. De votre point de vue, quel type de professionnels de l'eau sont nécessaires pour les pays afin de relever les défis de l'eau qui sont très complexes, et quel type de coopération nationale voyez-vous pour soutenir les pays en développement et les aider à relever ces défis? Merci beaucoup. Alors, j'ai quelques slides, quelques PowerPoint. Ce n'est pas parce que je vais parler pendant des heures. Nous n'avons pas de PowerPoint. Ah bon, d'accord. Parce que cela m'aide à créer un flux. Alors, comme vous le savez, par notre centre de catégorie 2, et notamment par le programme GWADI, les programmes pour la région arabe, pour les pays secs, j'ai travaillé beaucoup dans ce domaine. Cela a été un élément clé pour nous aider à trouver des réponses aux questions que vous soulevez, le type de personnes, les manières dont nous pouvons procéder pour créer ce développement de potentiel. À la différence des autres orateurs, je pose davantage de questions que je n'apporte de réponses, et je vais commencer donc à parler de cela. Alors, avec notre centre et avec le programme GWADI, nous avons travaillé de différentes façons. Et la première manière dont nous avons travaillé a été au niveau des pays. Et dans le cas d'ICWAM et de la République dominicaine, le centre de catégorie 2 des Caraïbes et son organisation mère, l'IRUI, nous avons commencé en 2008 avec une première réunion, donc en tant que nouveau centre catégorie 2, pour élaborer une stratégie. Et ainsi, nous avons commencé à créer des liens de confiance. Ils nous ont demandé d'établir un accord. Slide suivant, s'il vous plaît. Ils nous ont demandé de les aider en haut à droite avec la hausse du niveau de lac dans la partie sud qui inondait les zones frontalières. Nous sommes passés de là à des formations très techniques. Le centre d'ingénierie hydrologique, les modèles ACT font partie d'une grande institution dont nous faisons partie. Et en bas à droite, nous avons donc développé les questions de gestion de l'eau, c'est-à-dire la planification collaborative. C'est ainsi que nous l'appelons. Et dans ce cas, la collaboration
a été ciblé sur le pays. Nous avons développé d'excellentes relations. Ils étaient prêts à partager des données avec nous car ils nous font confiance, nous leur faisons confiance. Donc, c'est un exemple où la question quel type de professionnel nous faut-il, ça dépend de ce que vous faites, mais si vous travaillez pour une agence de gestion des ressources en eau, vous avez beaucoup de différents profils de professionnels, de spécialistes qui sont habitués à travailler dans la gestion de l'eau. Donc ça, c'est une façon de voir la chose. Et par le biais de Jiwadi, nous avons travaillé sur des outils plus génériques. Les orateurs précédents, je crois que András a parlé des terabits et hexabits et toutes les dimensions de données qui existent et leur utilisation. Et il y a une dizaine d'années, avec l'université de Princeton, l'université a commencé à travailler sur le suivi des sécheresses en Afrique. Et là, ça a été un exemple de création d'un outil sans savoir exactement comment l'outil va être utilisé. Par quoi cela va-t-il se solder? Est-ce que chaque pays aura, puisque chaque pays a ses propres besoins, mais d'un autre côté, si vous créez de bons outils, ils peuvent être souvent utilisés de manière flexible pour des fins différentes. Et dans le cas de cet outil, il s'agit du programme de l'outil inondation et sécheresse. Et en fait, les principales utilisations, en l'occurrence, ont été médicales. La population était préoccupée par différentes maladies, la propagation de ces maladies par rapport à certaines températures, par rapport au niveau des précipitations et la migration créée par le réchauffement. Les malformations de croissance et toutes sortes d'applications dont nous ne savions pas du tout qu'elles seraient utilisées de cette manière. Donc, créer des outils, créer de bons outils, peut-être que c'est en effet une bonne manière de procéder et laisser les pays trouver leurs propres applications. Slide suivant. Alors, autre exemple de cela, un outil que nous avons alors, en fait, nous avons appliqué cela à des outils de suivi nationaux. C'était plus proche de ce que nous imaginions au départ. Et aussi, la famille de produits issus de modélisation sur la base de des photographies satellitaires. Et là, nous avons encore moins d'idées de qui utilise et comment. Parce que souvent, cela n'est pas publié dans la recherche. Ce que nous savons, c'est que les téléchargements de données augmentent depuis 10 ans à un rythme de 60%, donc quelqu'un les utilise bien. Et il ne s'agit pas seulement des États-Unis et de l'Europe. Regardez les 20 premiers pays, Indonésie, Iran, Brésil, Chine, Éthiopie, Namibie, enfin bref, c'est une longue liste. Et donc, clairement, ces données sont utilisées par les pays en développement, aussi bien que les pays du Nord et de l'Ouest. Donc, la question est de savoir, est-ce que nous pouvons mieux les utiliser? La réponse, bien sûr, est oui. Dernier slide. Voici un exemple du cadre qui a été élaboré sur une période de 10 ans entre l'UNESCO et les ingénieurs et la Banque mondiale. Et cela a été un outil vedette. CRIDA, Climate Risk Informed Decision Analysis, c'est quelque chose un domaine où l'UNESCO a travaillé de manière remarquable. Kuhn Verbis a publié ses propres articles. Nous avons eu une conférence l'année dernière en ligne et en présentiel avec plus de 1000 participants, des formations en ligne par le biais des plateformes d'apprentissage et d'enseignement en ligne. Donc, tout le monde utilise cela à sa propre façon. Donc, c'est un cadre où nous ne visions pas un seul pays en particulier. Et le dernier slide, qui est tout simplement un résumé, tout cela a été fait par le biais de Jiwadi, par
le cadre UNESCO PHI, et il s'agit donc d'un programme qui a apporté un contexte qui a permis aux personnes du secrétariat dans les bureaux hors siège de développer et de poser des questions sur les besoins. Et donc la question à présent est quelles sont les meilleures approches? Quelles sont les approches qui aident le plus les gens que nous cherchons à aider? Donc plus de questions que de réponses. Merci. Merci beaucoup, Will. Merci de partager cette approche avec nous et l'apport d'outils donc au pays sur la base des besoins des pays et sur une base de partenariat et de coopération. Alors, j'en viens à nos collègues en ligne, 2 collègues en ligne. Tout d'abord, Eddie Moff, directeur de RHI. Est-ce qu'il est avec nous? Eddie? Non? Bon. Eddie, merci de trouver le temps d'être parmi nous et de rester pour cette session. La question est sur la base de votre expérience. Vous êtes un directeur de l'IHE, vous êtes un spécialiste de formation dans le domaine scientifique. Quels sont les professionnels de l'eau dont ont besoin les pays pour les aider à aborder, à relever des défis très complexes dans le domaine des ressources en eau? Vous êtes le directeur d'un centre de catégorie 2 de l'UNESCO. Et comment voyez-vous le rôle de la famille de l'eau de l'UNESCO dans le domaine de la coopération entre elles? On ne vous entend pas. Vous êtes en sourdine, il faut donc ouvrir votre micro. Est-ce que ça va mieux? Oui. Si vous pouvez le faire en 4-5 minutes maximum, nous avons très peu de temps. Alors, je peux être bref, je crois que les orateurs qui ont précédé, je voudrais les féliciter pour la qualité de leur présentation et je vais apporter quelques brèves réflexions sur ce qui a été dit par les autres et je crois que cela est à la base de votre question. Tout d'abord, je crois que nous savons tous qu'il y a quelque chose doit être fait. Si vous voulez accélérer quelque chose, la façon la plus rapide est par le biais du renforcement des capacités. Et je crois qu'il s'agit non seulement de la partie formation, mais il s'agit du cadre institutionnel. Cela traduit ce que Will disait, par exemple, sur les modèles, et je crois que nous devons les développer et également développer les capacités pour pouvoir utiliser les modèles. Et par rapport à ce que disait Awa au début, et je crois que c'est très important, et c'est bien ressorti de la session précédente, à savoir que nous devons faire quelque chose avec les autres secteurs. Donc, il ne s'agit pas seulement du secteur de l'eau, il faut que les autres se joignent à nous, et il s'agit là de sensibiliser les autres secteurs, de mettre en place une collaboration. Si nous formons les gens, il faut que ce soit des gens qui sont bien conscients des problèmes et des problèmes dans d'autres secteurs. Sinon, ce sera assez difficile de prendre les bonnes mesures et de trouver les partenariats justement avec les autres secteurs pour pouvoir avancer. Et je crois qu'une autre préoccupation est le fait que dans différents pays, on voit que les gens sont formés et puis ensuite ils quittent leur emploi. Et je crois que cela se produit assez souvent à mi-parcours professionnel. Je regarde cela dans certains pays. Cela varie bien sûr selon les pays, mais dans certains cas, ce que vous voyez est que pour ceux, il n'y a pas de perspective professionnelle clairement définie dans l'entreprise où ils travaillent. Parfois, ce sont des cas simples. Peut-être qu'il n'y a plus de défis pour eux et que ces gens-là veulent faire leur propre recherche où ils veulent avoir des outils qui leur permettent d'utiliser les modèles qu'ils ont appris à utiliser pour les mettre en œuvre ou écrire un article de recherche, un document, ou de mener une expérience à petite échelle dans un premier temps pour passer à une plus grosse expérience. Donc, tout cela, ces opportunités, je pense que cela doit faire partie du renforcement des développement des capacités. Et le caractère applicable de ce que l'on apprend, cela
est très important. Cela peut varier selon les positions. Et la manière dont je perçois la chose, en mis cela également en collaboration avec la famille de l'eau, de l'UNESCO, et la manière dont nous pouvons collaborer avec les autres centres et utiliser les chaires et voir comment nous pouvons renforcer cela. Je crois que Eric a parlé des échanges entre étudiants, mais aussi les échanges entre personnels. Je crois que ce serait une bonne façon d'avancer si nous pouvions trouver la manière pour les chaires de collaborer avec les centres. Par exemple, au sein de la famille de l'eau ou en dehors de la famille de l'eau. Et je crois que cela pourrait renforcer la collaboration. Et je crois aussi, si vous examinez entre les régions, je crois que ce serait bien si entre les différentes régions, il y avait des collaborations plus fortes que celles que nous avons à l'heure actuelle. Et je sais que sur l'initiative de certains qui sont présents ici, nous avons commencé à travailler sur la semaine de l'eau au Caire. Nous pourrions peut-être créer un événement parallèle avec la région 1 et donc avec l'Afrique. Ce serait bien si différentes régions pouvaient collaborer entre elles. Et donc, je me réjouis des résultats et de la mise en œuvre du programme PHI 9, car je crois qu'en fait, cela est tout à fait en toile de fond et j'espère que cette opportunité permettra de créer cette collaboration entre chaires et centres et également en dehors. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Eddy, pour souligner la question des perspectives de carrière qui est vraiment très importante, ainsi que tous les autres aspects du partenariat. Nous allons maintenant passer à notre dernier intervenant, notre bon ami Neno Kukuric. Donc, en fonction de votre expérience, Neno, quel type de gestion de l'eau les pays membres ont besoin pour répondre à leurs difficultés, à leurs défis nationaux? Et aussi, quel type de coopération devons-nous soutenir au sein de la famille de l'eau? Merci beaucoup. Donc, moi, je vais parler bien sûr des eaux souterraines et de leurs particularités, car selon le cadre d'accélération de l'ODD, eh bien, il y a un rôle stratégique ici à remplir, et comme les eaux souterraines représentent 95% des ressources liquides en eau, eh bien, il est très important de renforcer les capacités vis-à-vis des eaux souterraines. Et donc, pour renforcer les capacités, nous avons besoin de davantage d'informations sur les déficits de connaissances. Et il faut aussi, bien sûr, renforcer les capacités humaines, en plus de renforcer les connaissances. Et cela, bien sûr, porte sur leurs connaissances, mais sur les compétences, mais aussi sur le comportement des personnes, la gestion des données, le traitement des données. Et à cause d'un manque de bonne gouvernance des données, cela aboutit à des investissements systématiquement insuffisants dans les eaux souterraines. Et au sujet de l'intersectoralité, avec le lien entre les sciences naturelles et les sciences sociales, eh bien, lors des formations, c'est l'occasion de réunir de jeunes scientifiques sur, par exemple, les eaux transfrontalières, le renforcement et avec des formations de renforcement des capacités.
Mais ici, vous avez besoin de compétences non seulement sur les eaux souterraines, mais aussi sur les aspects socio-économiques, les aspects institutionnels ou juridiques. Et ici, vraiment, vous voyez ces jeunes qui absorbent ces informations alors qu'elles sont nouvelles pour eux. Et elles absorbent donc ces nouveaux domaines d'expertise. Et donc, il est important de souligner que le programme de renforcement des capacités basé sur des contenus précis court le risque d'être inefficace. Et vraiment, nous avons besoin de développement basé sur des cas précis et de programmes aussi basés sur la résolution de problèmes. Mais malheureusement, les gens ne sont pas au courant de ces nouveaux concepts, de ces nouveaux programmes. Et nous n'avons pas suffisamment d'informations aussi sur le degré de succès de ces programmes de renforcement des capacités, car il n'y a pas de validation réalisée. J'aimerais aussi parler du renforcement des capacités en matière de suivi. Il faudrait prêter davantage d'attention au suivi. Et là, il y a vraiment des besoins de renforcement des capacités. Et nous y travaillons déjà depuis plus de 10 ans dans plus de 17 pays. Et donc, ce que nous avons observé, c'est qu'il est vraiment important d'apprendre ce que font les autres et de ce que font les autres dans les autres pays. Il y a quelques années, nous avons préparé une vue d'ensemble des programmes nationaux de renforcement des capacités et nous avons vu qu'il y a des pays qui sont vraiment très novateurs dans ces programmes de renforcement des capacités, surtout pour traiter les aspects régionaux des eaux souterraines. Et donc, pour conclure, je crois que nous devrions mieux promouvoir ces programmes vraiment qui spécifiques à certains cas, à certaines situations. Merci beaucoup pour avoir souligné cette question et ces programmes. Malheureusement, il ne nous reste que 4 minutes. Après, les interprètes prendront leur pause. Donc, il reste donc une question que Rama va reprendre pour la conférence, pour contribuer à la conférence sur l'eau. Merci. Donc, je suis Rama El-Khitri. Je suis la nouvelle directrice de section du développement des capacités et de la coordination de la famille de l'eau pour l'UNESCO. Donc, je vais poser la dernière question aux panélistes. Premièrement, Madame Awar, quels sont les principaux messages que l'UNESCO devrait apporter à la conférence sur l'eau de 2023 en ce qui concerne l'éducation de l'eau et le renforcement des capacités? Merci, Ahma. Je crois qu'il y a 4 messages. Premièrement, la promotion de l'éducation à l'eau et à l'assainissement à tous les niveaux pour vraiment sensibiliser de manière collective à la valeur de l'eau, du rôle de l'eau dans notre quotidien. Deuxièmement, renforcer ou multiplier les financements en faveur du secteur de l'éducation à l'eau au niveau des centres techniques, des universités, et aussi renforcer la valeur des emplois liés à l'eau et à l'assainissement en faisant en sorte que les États rendent ces secteurs plus attrayants, avec des salaires plus attrayants. Nous devons aussi poursuivre des recherches fondamentales et appliquées dans le secteur de l'eau qui jetteront les bases de
de toutes les politiques que nous développerons au niveau des États. Et enfin, la sécurité de l'eau et de l'assainissement sont un droit fondamental pour tout être humain. Et il y a aussi le respect de l'eau et des ressources en eau comme devoir pour tous les citoyens partout dans le monde. Merci. Merci. Je vais poser ensuite au deuxième panéliste, M. Alex Serva, pardon. Donc, quels sont les principaux messages que l'UNESCO devrait apporter à la conférence sur l'eau de l'ONU 2023 en relation à l'éducation à l'eau et au développement des capacités? Je mettrai trois points en avant, très rapidement. Le premier, c'est, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument promouvoir si je m'intéresse d'abord à la formation initiale, il faut d'abord promouvoir des formations qui soient des formations pluri- et interdisciplinaires. C'est absolument essentiel si on veut avoir des spécialistes en mesure de traiter les questions liées à l'eau dans leur globalité. Le deuxième point, c'est la nécessité de promouvoir des formations qui soient des formations à échelle régionale, de façon à pouvoir croiser les approches, les cultures, et à avoir là aussi des échanges qui viennent enrichir notre capacité à traiter les problèmes. Et enfin, le troisième point, c'est de développer les collaborations entre les centres de catégorie 2 et les chaires, les unes étant très spécialisées et les autres ayant sans doute des moyens et des compétences à apporter pour contribuer à résoudre les problèmes qui se posent, y compris en matière de formation. Thank you, Mr. Eric. Okay, next I will ask Mr. Will Logan. What are the main messages? Les interprètes s'excusent, mais ils prennent leur pause. Merci. I will just add one to the points made before, and that is we need to really think about the online virtual training, what its strengths are in terms of the quantities of people. We can train huge numbers of people if you're just passing information. But our in-person courses have been very interactive between the instructors and the students and between the participants and each other. So we need to see how can we maximize, how can we use these things together. Thank you. Thank you, Mr. Will Logan. I will also ask the online panelists here. First, I will ask Mr. Eddie Morse the same question. What are the main messages UNESCO should bring to you at the 2023 Water Conference in relation to water education and capacity development? I think there are two parts for me important. One is the awareness raising of other sectors, that's really needed, that other sectors are becoming aware of the urgency that we should solve the issues related to water. And I think together with that, I think it's important that we also ask the UN to make a funding system available to allow countries to ask for help in capacity development. And again, capacity development, both in training, but also in institutional strengthening part. Thank you, Mr. Eddie. Last but not least, I will ask Mr. Neno, what are the main messages UNESCO should bring to UN 2023 Water Conference in relation to water education and capacity development? Thank you. Just one sentence. Keep using a combination of science and diplomacy to strengthen international cooperation, because it creates synergy, which is best capacity building tool. Thank you. Thank you so much, Mr. Neno. So thank you also to all panelists for very good discussion and good deliberation on this topic.
So before I end this session, I would like to highlight key messages for the UN 2023 Water Conference on Capacity Building and Water Education, mostly mentioning or highlighted that the need for water professional, specialists or scientists that will be able to address the water issues to allow better water management. And then also related to the need or resources that we need related to funding and skillful or apply research, and also related to type of the program or that we need, for example, online. So because we can mix the program to make it more attractive. And last but not least, in terms of the field itself, related to security, related to water and sanitation, related to health. So this kind of thing we will make sure to bring it later to the UN 2023 Water Conference. Thank you so much for all participation, and hope you enjoy with this discussion. Thank you very much. So okay, now we'll take the break, lunch break, and we'll resume at Anil 2:30 for the 1 hour lunch break. We'll resume at 2:30 for the last session, last panel session. Thank you.